Est-ce que Mark Zuckerberg croit vraiment à ce qu'il dit lorsqu'il parle d'une énergie masculine qu'il voudrait à nouveau libérer, ou bien est-ce que c'est un discours de circonstance? Est-ce que Tim Cook, qui était le principal conseiller d'Obama, qui était quasiment à droite de son bureau pendant que Obama était président, a eu subitement une conversion et qu'il est devenu trumpien? Ça, c'est la thèse qui a accompagné la mystique de la Silicon Valley jusqu'à aujourd'hui. On est persuadé que ce sont des hippies, des rebelles, et c'est toute l'image que la Silicon Valley a produit d'elle-même. Nous sommes les anticonformistes, nous pensons différemment, il n'y a que nous qui ne sommes pas dans la norme. Et en réalité, c'est qu'une petite partie de l'histoire. Parce que le gros de l'histoire, c'est que la Californie des années 60, oui, c'est Berkeley. Oui, c'est ce petit espace, cette petite enclave au large de San Francisco qui est dans une humeur de contestation, avec les campus qui se rebellent, avec cette idée que la guerre était intolérable et que la jeunesse voulait autre chose. Mais c'est une petite enclave au sein d'un État qui est l'un des plus puissants déjà du pays, qui lui est profondément conservateur. Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Bienvenue en live et en présentiel. Et merci beaucoup Sylvie Laurent d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment ravi d'avoir cette discussion avec vous aujourd'hui. Alors, on va parler de votre livre, donc La contre-révolution californienne, que donc, vous avez sorti récemment. Donc, vous êtes historienne et enseignante à Sciences Po. Oui. Alors, c'est une série de live dans lesquels on essaye d'explorer la nouvelle jungle auquel font face les entreprises et les dirigeants. Et il y a un an, on a tous été surpris de découvrir un Mark Zuckerberg donc masculiniste, un Elon Musk faisant des saluts nazis, un Peter Thiel qui est en lutte contre la démocratie. Alors, on est sur LinkedIn, on a un peu cette image de Steve Jobs qui est un peu vénéré, on a cette image de la Silicon Valley, cool, bobo, démocrate. Et vous dites non, pas du tout. En fait, ce rapprochement entre la Silicon Valley et l'extrême droite, il est ancien et date d'ailleurs, vous le datez aux années 60. Est-ce que vous avez été surprise de voir en fait la génuflexion des techs devant Trump 2? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris? Alors en toute honnêteté, oui, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit d'une telle ampleur, que les 5 personnalités qui par ailleurs sont les hommes les plus riches des États-Unis soient toutes là, et la rapidité avec laquelle ils ont été embrasser la bague du nouveau, voilà. Donc c'était ça, et c'était ça qui était très 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 surprenant, c'est-à-dire le caractère ostentatoire de leur conversion au nouveau tyran présent dans la place. Mais pour ce qui est de comprendre le fond de la motivation, j'ai été moins surprise. J'ai été moins surprise parce qu'il me semble que si l'on laisse de côté la question des individus, des personnalités, est-ce que Mark Zuckerberg croit vraiment à ce qu'il dit lorsqu'il parle d'une énergie masculine qu'il voudrait à nouveau libérer, ou bien est-ce que c'est un discours de circonstance? Est-ce que Tim Cook, qui était le principal conseiller d'Obama, qui était quasiment à droite de son bureau pendant que Obama était président, a eu subitement une conversion et qu'il est devenu trumpien. Je pense que plutôt que de se poser ces questions-là, il était intéressant de comprendre ce qui, dans la nature de l'industrie même et dans son rapport à l'État, a été dès l'origine une espèce de prédétermination jusqu'à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que je reviens à la naissance, c'est-à-dire la Californie des années 60. La Californie des années 60, alors on va y revenir. Alors, dans votre livre, alors, il est court, mais très dense, on apprend plein de choses, on apprend des choses à toutes les pages, c'est vraiment passionnant. Il y a des anecdotes et puis bien sûr des choses beaucoup plus structurantes. Parmi les anecdotes, vous ouvrez votre livre sur ce fameux clip d'Apple lancé en 1984, au moment du lancement du Macintosh, sur le thème « 1984 ne sera pas 1984 », en référence au livre de George Orwell. Et on apprend que donc Ridley Scott, qui a réalisé ce film, ce court-métrage, cette publicité, avait pris des figurants au sein des skinheads. Ça vient de... Pourquoi? Comment?
Écoutez, il se trouve que pour ce petit film, donc peut-être que bonne symbolique vos éditeurs l'ont pas tout à fait en tête, même si c'est vraiment un grand classique, un grand lieu de mémoire de l'histoire de la publicité. Vous avez ces crânes rasés qui marchent de façon extrêmement mécanique, et je pense qu'ils cherchaient une représentation des petits soldats fanatisés par l'idéologie, puisque c'est ça que Orwell décrit dans 1984 et que Ridley Scott essaye d'adapter, et que crâne rasé, il s'est dit tiens, il y a ces milices d'extrême droite qui pourraient incarner ça, et donc il les a choisis comme figurants. Mais ce qui est intéressant dans ce clip de campagne, enfin dans ce film publicitaire, c'est qu'il pourrait être aussi un clip de campagne. C'est le paradoxe que je relève en ouverture de ce texte, c'est que la même année, l'année où cette publicité passe une seule fois lors du Super Bowl sur les écrans américains, c'est l'année. Qu'une seule fois, hein. Et c'est dingue parce qu'elle est cultissime cette voilà, bien sûr. publicité. Déjà, il y a une espèce de marchandisation de cette imagerie de la libération. Donc, grosso modo, cette publicité dit avec le Macintosh, puisque Steve Jobs lance l'ordinateur personnel, vous êtes finalement libre et protégé de toutes les dictatures et de tous les totalitarismes. Et donc, dans ce film, on voit une femme aux couleurs de l'Amérique qui lance un marteau et qui explose un grand écran, une espèce de Big Brother, qui est censé symboliser les totalitarismes. Et la même année, il y a un candidat à l'élection présidentielle qui se présente avec à peu près le même discours, consistant à dire « Si vous m'élisez, moi l'homme de l'Amérique, du drapeau et des valeurs de liberté, de capitalisme et de libre entreprise, nous allons nous protéger contre les totalitarismes et les tyrannies. » Et cet homme, c'est Ronald Reagan. Et donc j'essaye de faire un lien en expliquant que c'est quand même extraordinaire que ce message de liberté soit un écho tellement grand à l'homme de la révolution néolibérale. Venons-en effectivement à cette origine de ce rapprochement entre la tech et l'extrême droite. Alors vous la datez à 64, c'est-à-dire l'élection de Ronald Reagan, et ça typiquement je le savais pas. Alors je l'ai peut-être su mais je l'avais oublié, en tant que gouverneur de la Californie. On a oublié qu'avant d'être président, Ronald Reagan était le gouverneur de la Californie. Et d'ailleurs, entre 52 et 88, 9 élections sur 10 vont être remportées par les républicains. Alors, on va descendre dans effectivement comment ce personnage, Ronald Reagan, a été important dans ce rapprochement entre la tech et l'extrême droite, mais c'était comment la Californie des années 60 ? Parce que justement, le contexte est vraiment particulier. C'est pour ça que c'est intéressant. Ce qu'on dit en général sur la naissance de la tech, c'est que la tech, c'était une espèce de pépinière d'anciens hippies qui, à la faveur du mouvement contre-culturel, donc contre-culturel, c'est-à-dire la révolte de la jeunesse contre la guerre du Vietnam, contre le racisme, contre le militarisme, que de cette jeunesse qui voulait réinventer le monde, il est sorti une petite poignée d'idéologues venus d'une certaine façon de la gauche hippie qui auraient fondé la Silicon Valley. Et ça, c'est la thèse qui a accompagné la mystique de la Silicon Valley jusqu'à aujourd'hui. On est persuadé que ce sont des hippies, des rebelles, et c'est toute l'image que la Silicon Valley a produit d'elle-même. Nous sommes les anticonformistes, nous pensons différemment, il n'y a que nous qui ne sommes pas dans la norme. Et en réalité, c'est qu'une petite partie de l'histoire. Parce que le gros de l'histoire, c'est que la Californie des années 60, oui, c'est Berkeley. Oui, c'est ce petit espace, cette petite enclave au large de San Francisco qui est dans une humeur de contestation avec les campus qui se rebellent, avec cette idée que la guerre était intolérable et que la jeunesse voulait autre chose. Mais c'est une petite enclave au sein d'un État qui est l'un des plus puissants déjà du pays, qui lui est profondément conservateur. Il est conservateur parce que il est l'un des derniers à être admis dans l'Union, donc je refais un peu l'histoire de la Californie, et parce que la fortune de la Californie, c'est ce qu'on a appelé le complexe militaro-industriel déjà, et c'est une volonté de vivre en Californie une sorte de rêve américain sous stéroïdes, fondé sur la propriété privée, sur l'absence d'impôts et sur une certaine forme de liberté vis-à-vis de la capacité à entreprendre et de refuser les régulations, la redistribution sociale. Donc la Californie, c'est déjà ça. Et comme vous le dites, lorsque Reagan est élu, il incarne ça. Reagan, c'est un enfant de Californie, c'est un ancien acteur d'Hollywood. Bien sûr, Hollywood. Et c'est quelqu'un qui arrive au gouvernorat en disant ça suffit les rebelles, ça suffit la chienlit,
rien, comme dirait l'autre. Ça suffit les étudiants qui mettent le bazar. Moi, je vais rétablir l'ordre. Et à partir de ce moment-là, il reprend la Californie en main et il fait de la Californie un grand État de prospérité, d'innovation et de la loi et de l'ordre. Ça veut dire qu'on envoie la garde nationale, comme Trump l'a fait récemment, pour mater les étudiants protestataires, qu'on développe le budget de la police, on développe les prisons et on investit massivement encore plus dans l'innovation qui servira à la défense nationale, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la recherche spatiale et de l'armée, parce qu'on est en pleine guerre froide et que l'hystérie anticommuniste gagne la Californie plus que partout ailleurs. Et tiens, au milieu de tout ça, la tech, elle est parfaite puisqu'elle est fondée par de l'argent public destiné à l'armée et qu'elle incarne cette innovation et cette supériorité de l'homme américain qui peut librement entreprendre. Vous dites sur Stanford, au MIT et à Berkeley, les jeunes luddites donc détruisent les ordinateurs au service de la guerre. À Stanford, à l'ombre de l'armée, on les perfectionne. C'est effectivement le cœur, l'épicentre du complexe militaro-industriel. D'ailleurs, je crois que vous dites que jusqu'aux années 80, un tiers des budgets de la tech venaient de la NASA, de la CIA, du Pentagone. On pourrait même peut-être regarder ce qui se passe aujourd'hui. Il y a encore aussi des contrats. On sait que Elon Musk, Peter Thiel, etc. dépendent beaucoup aussi du complexe donc de la défense. Si je reviens sur le contexte, on a aussi, Reagan n'est pas tout seul, donc dans cette Californie de 1964, avec sa vision très très droitière. Reagan, faut se rappeler, c'est lui qui a importé en fait aux États-Unis l'esprit, en tout cas la révolution néolibérale, qui avait été d'ailleurs inventé en Europe, et puis relayé en Europe par Thatcher. Mais il y a d'autres éléments. Donc vous parlez de la Hoover Institution, du quartier d'Orange, dans lequel qui est le berceau de la nouvelle droite. Il y a il n'est pas tout seul. Il y a un écosystème en fait. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il est important de comprendre. C'est pour ça que je veux vraiment sortir de la personnalisation et de l'idée que quelques individus font la trajectoire d'une industrie comme celle qui vient de la Silicon Valley. La Californie, c'est un lieu qui a donné naissance, par son histoire particulière, à certains centres de pensée réactionnaires parmi les plus puissants du pays. Dans les grands think conservateur dont on parle encore aujourd'hui, il y a le Claremont Institute qui se trouve en Californie. Il y a en effet le berceau de la nouvelle droite qui est dans en banlieue de Los Angeles où s'organise déjà toute la pensée contre-culturelle, contre-révolutionnaire qui répond à l'insurrection des campus. Et puis en effet, un point essentiel, c'est l'université Stanford. Stanford, ils se sont jamais rebellés en 1968 et ni dans les années 70. Stanford, c'est une université qui d'emblée a été extrêmement conservatrice avant même qu'elle n'y accueille la Hoover Institution, qui est une espèce de relais entre le parti républicain et le monde de la recherche et des gens qui travaillent dans les politiques publiques. Tout comme Hewlett-Packard aussi, qui a été accueillie au cœur de Stanford. Alors Hewlett-Packard qui était ministre de Nixon et qui était tout à fait important, mais Stanford dès l'origine, fondé par Leland Stanford, qui était déjà un milliardaire, grand patron du chemin de fer, qui était considéré comme une espèce de planteur sur sa plantation et qui voulait faire des jeunes Américains qui viendraient y faire des études, une espèce d'élite biologique de ceux qui seraient les mieux entraînés. Et donc il y avait déjà une grande tradition eugéniste déjà à l'université de Stanford, et cette idée quand même que l'Amérique devait être le bastion de l'Occident face à la menace soviétique à l'époque. Et il y a enfin un dernier élément dont je parle dans le livre, qui est l'influence de Ayn Rand, qui est cette... Alors, on y reviendra, mais toujours est-il que l'une des raisons pour lesquelles Ayn Rand va en Californie, c'est certes parce qu'il y a Hollywood et qu'elle est fascinée par le cinéma américain, mais aussi parce que la Californie est propice à cette pensée qu'on dit libertarienne, mais qui en réalité est un petit peu plus compliquée que ça, qui consiste à refuser la redistribution sociale, à vénérer les entrepreneurs, à faire du patron l'exemple même du citoyen par excellence et à considérer que la propriété privée
est la valeur cardinale. Alors justement, le patron, effectivement, vous parlez dans votre livre, effectivement, de la figure de l'entrepreneur qui, effectivement, émerge à cette période. Il faut se rappeler qu'on est en Californie, on est près de Hollywood, on est pas loin de là où s'inventent les récits, les imaginaires. Et vous dites, effectivement, les nouvelles technologies, dont Steve Jobs est alors le grand impresario, sont providentielles. Elles incarnent le primat de l'individu sur la firme ou l'État, l'intelligence masculine de l'ingénieur. Effectivement, elles promettent une croissance économique infinie et donnent de l'Amérique l'image d'une terre de cocagne où le libre marché et la liberté sont synonymes. Donc, effectivement, il y a cette image de l'entrepreneur aussi qui est très important. Et d'ailleurs, on voit dans cette contre-révolution, effectivement, qu'il y a ces signaux masculinistes, notamment, donc tout ce qui est et puis aussi racistes, sont quand même assez présents dans cette histoire. Alors, pour revenir sur votre premier point, qui est l'image de l'entrepreneur comme rebelle. Ça, c'est fondamental, parce que ça va être aussi un des grands mythes de la révolution néolibérale, de dire que finalement, jusqu'alors, jusqu'aux années 70 et 80, le capitalisme est d'une certaine façon cadenassé par des vieilles institutions, par les grandes banques, les vieilles entreprises, qu'elles ont des structures hiérarchisées, que parfois il y a d'une génération en génération des patrimoines qui sont, et qu'il n'y a pas vraiment d'innovation, que tout ça est très un capitalisme fossilisé. Et l'entrepreneur apparaît comme celui qui va briser, pas le capitalisme, mais qui va briser cette espèce de vieux capitalisme aristocratique pour impulser quelque chose de nouveau. En Californie, cette figure, c'est l'entrepreneur, qu'on n'appelle pas patron, même s'il est propriétaire, qu'on appelle l'innovateur, le créateur, l'entrepreneur. Et avec le mythe du garage, etc. Avec le mythe du garage, je rappelle que Bezos, par exemple, a acheté spécialement une maison avec un garage quand il a fondé, pour pouvoir dire qu'il avait fondé dans un garage. C'est une anecdote, mais elle est vraie. Et à New York... Alors qu'il était trader avant. Il était absolument trader, il venait de New York, et puis justement, c'est ce que j'allais vous dire, à New York, ce même mythe du capitalisme financier, des vieilles banques, des ronds de flanc, des gens qui n'innovent pas, est fracassé par le hedge fund manager, par le broker. Vous savez, vous avez vu le film avec, comment s'appelle-t-il? Vous savez, ce film où on dit Greed is Good, dont je parle dans le livre à ce moment-là, le bûcher non, c'est pas le bûcher des vanités. Le bûcher des vanités, non. C'est un autre avec Michael Douglas. Ah oui, Wall Street. Wall Street, voilà, où on raconte comment, finalement, ce nouveau trader, il va catapulter les vieilles hiérarchies traditionnelles. C'est un peu un rebelle, c'est le rebelle du capitalisme. Donc ça, c'est un grand mythe du néolibéralisme. Et la même chose en Californie. Et donc, en effet, derrière cette image de l'entrepreneur, il y a l'idée que parce qu'il est quelque part entre le scientifique et l'artiste, rien ne doit entraver l'expression de son génie. Et donc, par exemple, la grande tradition antisyndicale de la Silicon Valley, qui est très forte, a été tolérée, alors qu'en Californie, il y avait une tradition syndicale très forte. L'idée selon laquelle il attendait de ses employés qu'ils travaillent 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce qu'on était en train de créer, de changer le monde. La sous-représentation des femmes, bien parce qu'il y a quand même l'idée que les maths, la tech, ça suppose quand même un esprit masculin qui est davantage, et puis surtout, le fond du fond, et ça j'y reviens, c'est l'implication de la Silicon Valley dans cette espèce d'armature intellectuelle et industrielle visant à la défense nationale. Et si aujourd'hui la tech, grosso modo, se réinvente à plus de 70% dans ce qu'on appelle la hard tech, c'est-à-dire l'armement, la surveillance, tout ce qui est de l'ordre du complexe militaro-industriel, c'est parce que c'est sa jeunesse, c'est sa matrice. Fondamentalement, il s'agit de ne pas porter l'uniforme, mais de participer à la défense nationale. Et Ronald Reagan, on y revient, a joué un rôle important, puisque en 1980, il est élu président, il va être réélu en 1984, et vous dites que c'est lui finalement qui a porté cette nouvelle économie, oui. À coup de loi, de subventions, etc., au sacrifice même de l'industrie
ce qui a amené à tout le mouvement des délocalisations qui ont suivi, et même d'ailleurs un peu à la bulle tech, à la bulle de la tech, donc à l'orée des années 2000, puisque effectivement les boîtes avaient des valorisations. Alors la bulle tech, c'est aussi beaucoup Clinton, mais quelque chose qui est très important, en effet, que j'explique dans le livre, c'est que la politique économique de Ronald Reagan, elle est souvent connue, et donc on sait qu'il a participé du grand mouvement de financiarisation et de désindustrialisation du pays. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est la manière dont il a utilisé l'outil fiscal pour provoquer l'attrition de la vieille industrie, la sidérurgie, la métallurgie, les mines, en supprimant. Donc sa théorie était de dire qu'il fallait inciter la nouvelle innovation et désinciter ce qui était le corps mort de l'économie américaine qui ne donnerait plus rien. Et donc il a mis fin dans sa loi fiscale de 1984 à toutes les subventions qui portaient sur ces vieilles industries traditionnelles, là où les cols bleus travaillaient, considérant que la productivité ne reviendrait jamais et qu'il fallait arrêter de soutenir à perte cette industrie, une industrie qui déjà avait commencé à délocaliser vers les pays à bas salaire, en particulier en Asie. En revanche, il considère, parce qu'il est convaincu par l'un de ses conseillers qui est très branché tech, dont je parle dans le livre, que cette nouvelle industrie qui va lui permettre de faire la guerre des étoiles, qui est son grand projet délirant, très Elon Musk avant l'heure, on fait une espèce de grand parapluie de lasers nucléaires qui vont nous protéger contre les attaques de la Russie. La Californie va lui permettre ça, et donc il commence à massivement insuffler des subventions publiques, à donner toutes sortes d'exonérations. Alors il faut savoir que la Californie était déjà très libérale sur le point de vue fiscal, mais en plus il apporte les contrats militaires, les contrats de la recherche spatiale, plus un système de subventions très très important, parce que pour lui, il n'y a pas plus américain que l'innovateur de la tech. C'est celui qui vraiment est un vrai patriote, celui qui va défendre le pays et qui en plus va montrer aux soviétiques que, parce qu'il y a une rivalité avec les soviétiques qui sont très avancés en ingénierie et en technique d'information et de renseignement, que nous sommes vraiment les meilleurs. Et donc, Reagan va aussi beaucoup vanter l'esprit pionnier américain. Mais ça, donc ça vient de loin, la conquête de l'Ouest, etc. C'est pas si mal. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, les Américains sont à fond sur l'IA. Ils sont passés en mode 996, ils travaillent de 9h à 21h, 6 jours sur 7 pour essayer d'aller défricher cette nouvelle frontière. C'est pas si de droite, ça. Alors, d'une part, mon idée n'est pas de condamner comme s'il était mal d'être de droite. Il se trouve que par ailleurs, Ronald Reagan est celui qui, une fois arrivé à la Maison-Blanche, a mis en place la grande métamorphose du Parti républicain en intégrant différentes factions d'une droite plus insurgente à l'extrême droite. C'est avec lui que les évangélistes fondamentalistes rentrent dans la coalition démocrate, que la nouvelle droite, qui vise à fanatiser l'opinion sur les questions culturelles, d'avortement, etc., se constitue et qui les ramène dans la maison, que tous ceux qui sont absolument furieux du fait qu'on ait donné le droit de vote aux Noirs et qui ne veulent pas de l'égalité raciale, ils sont aussi intégrés dans la maison réganienne. Donc lui, il est vraiment celui qui participe de la dérive du Parti républicain vers la droite. Mais pour ce qui est de l'innovation, il y aurait beaucoup à dire sur le fait qu'aujourd'hui, la seule frontière de l'innovation de la Silicon Valley, c'est l'intelligence artificielle. C'est une toute petite... Aujourd'hui, vous les entendez, il n'y a plus que ça. Oui, absolument. J'attends toujours qu'on soigne le cancer, qu'on puisse régler la question du changement climatique, qu'on limite la souffrance au travail. L'intelligence artificielle va permettre de faire tout ça. Oui, sauf qu'il n'y a pas une seule étude scientifique qui vienne prouver que c'est le cas et qu'aujourd'hui, la surspéculation, on estime qu'entre 1 et 3% du produit intérieur brut américain est drivé par la tech, c'est de la spéculation. C'est-à-dire c'est juste parce que des investisseurs pensent que ça va tout changer et déjà on parle d'un crack de cette bulle spéculative à hauteur de ce qu'a été la dot-com bubble au début des années 2000. Donc je ne pense pas que cette espèce de course collective vers l'IA soit le signe d'une innovation. Je crois au contraire qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. On attend toujours ne serait-ce que le véhicule autonome que Elon Musk nous promet. Donc ça, c'est un point. L'innovation, il y a toutes sortes de façons de penser, l'entreprise, etc. À partir du moment où le discours réganien a consisté à dire que ce qui entravait
la capacité des entrepreneurs à pouvoir acquérir une forme de succès et de prospérité, c'était l'impôt redistributif, c'était les normes environnementales, c'était le droit du travail, c'était une certaine diversité sur le lieu de travail. Alors, ça commence à devenir un discours réactionnaire. Il est très bien si vous voulez prendre votre pioche et votre marteau et aller quelque part pour aller construire une nouvelle tour. Très bien, mais il y a des droits à respecter, il y a une collectivité. Et le problème du discours sur la valeur de l'individu seul, l'homme qui, sans ne rien devoir à personne, peut faire fleurir l'ensemble de la communauté, c'est que ça justifie des parcours de cavaliers clandestins. Or, nous vivons en société, il y a une collectivité, il y a des droits, il y a une vie sociale. Vous savez la phrase de Margaret Thatcher, il n'y a pas de société civile, c'est le grand message des néolibéraux. Nous sommes tous des individus seuls qui devons poursuivre notre intérêt personnel. Eh bien non, nous sommes une société, il y a des liens de dépendance mutuelle, la collectivité, la démocratie, ça fonctionne comme ça. Alors parlons justement de la théorie qui est sous-jacente à tout ça. Parlez-moi de Ayn Rand. Oui. C'est un personnage qui est peu connu et qui pourtant, donc c'est une autrice américaine, enfin russe, qui est venue donc en Californie et qui est très lue justement par les Elon Musk, Peter Thiel, etc., etc. Alors Ayn Rand, c'est en effet une jeune femme qui fuit l'Union soviétique pour arriver en Californie. Elle est d'origine juive, elle a été profondément marquée par la violence du régime soviétique et elle vit dans une espèce d'idéalisation des États-Unis qu'elle connaît par Hollywood. Comme beaucoup de gens dans le monde, on connaît les États-Unis par Hollywood et donc elle veut aller à Hollywood pour écrire sur le cinéma et c'est ce qu'elle fait. Et donc elle est pas très loin de Ronald Reagan et comme Ronald Reagan, elle dénonce les syndicats, elle voit des communistes absolument partout parce qu'elle est très obsédée par l'idée qu'il y a des communistes. Et elle quitte finalement la Californie pour aller à Chicago et elle écrit des livres. Elle est romancière, mais c'est une romancière particulière puisque dans ses livres, elle met en scène la défense du capitalisme américain comme ce qui s'est fait de plus évolué, de plus beau et de plus vertueux dans l'histoire de l'humanité. Et donc ces livres sont une célébration de ce qu'on a appelé le libertarianisme, et elle détestait ce mot-là, c'est-à-dire le fait que pour que la civilisation progresse, c'est le récit de ces livres. Il faut qu'on laisse les grands patrons d'industrie, sans aucune contrainte, accumuler les profits, faire des initiatives qui bénéficieront à l'industrie. Et donc elle est dans cette vénération et elle raconte la manière dont il n'y a rien de pire qu'un État qui essaye d'entraver la réussite des puissants. Donc évidemment le patronat adore Ayn Rand, mais aussi toute une génération de gens qui trouvent dans Ayn Rand une espèce de discours paradoxalement d'émancipation personnelle. C'est-à-dire que Ayn Rand dit poursuivez votre égoïsme. Fondamentalement, comme quand Elon Musk dit il n'y a rien de pire que l'altruisme, ça vient de Ayn Rand. Ayn Rand dit l'altruisme, c'est une espèce de couverture qu'on se donne pour ne pas admettre qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Oui, il y a une hiérarchie de l'humanité. Oui, elle donne l'équation réactionnaire, donc la réussite est l'expression de l'intelligence. L'intelligence est est le don d'une élite. Or, cette élite a pour elle le capitalisme et contre elle, la démocratie. Oui, elle est fascinée par le capitalisme. Juste un petit détail, mais c'est une femme qui se déplaçait dans le monde avec une très grosse broche qui représentait le signe du dollar. Vous savez, le S avec les deux barres. Et lorsqu'elle est morte, on a fait déposer sur sa tombe une gigantesque gerbe de fleurs à l'insigne du dollar. Pour elle, il y avait quelque chose de libératoire dans la capacité de poursuivre son intérêt personnel et de poursuivre le capitalisme. Mais comme elle a cette espèce d'idéologie de presque libertaire, sauf qu'il y a tout ça c'est pour la poursuite du profit, elle a fait beaucoup d'émules et beaucoup de disciples parmi une partie de la jeunesse qui se sentait un peu opprimée par la logique de la redistribution et de la solidarité. Beaucoup de gens parmi l'équipe Reagan lui-même évidemment a lu Ayn Rand, mais plus tard tous les premiers fondateurs de la tech ont lu Ayn Rand et s'en réclament parce qu'évidemment, elle justifie l'individualisme et elle justifie la toute-puissance des magnats de la tech. Dont Marc Andreessen, on va en parler tout de suite. Mais restons justement sur un peu la théorie. C'est quoi le libertarisme ?
Alors, le libertarianisme, c'est une idéologie, là aussi, comme le néolibéralisme. Oui, enfin, il y a plusieurs façons de le dire. Qui est née en Europe et qui a été traduite dans une version américaine, qui consiste à ne voir d'émancipation personnelle que dans la contrainte de l'État a un rôle minimal. C'est-à-dire que l'État ne doit pas interférer dans la vie quotidienne des individus. Il ne doit pas y avoir de loi collective, il ne doit pas y avoir de principes sur la succession, sur les impôts. Les individus doivent s'organiser collectivement. Mais là où les libertaires, ou bien les anarchistes, par exemple, pensent le refus de l'autorité générale dans une vue très égalitarienne, pour les libertariens, il y a une inégalité fondamentale entre les êtres et il faut la laisser s'exprimer. Oui, vous parlez de haine de l'égalité. Oui, parce qu'il y a quelque chose de naturaliste chez les libertariens. Hein. On dirait darwiniste si on était un peu sévère. C'est-à-dire que, mis à part le fait d'avoir une police qui éventuellement pourrait intervenir dans certains cas extrêmes, il ne doit y avoir aucune contrainte de l'individu vis-à-vis de son semblable, qui n'est d'ailleurs pas son semblable puisqu'ils ne sont pas tant chrétiens qu'ils sont libertariens. Et donc, dans cette idée de la liberté absolue de l'individu, on a voulu trouver la justification de ce qu'était le capitalisme, alors que le capitalisme, c'est tout sauf la liberté de chacun. Le capitalisme est très régulé, il a besoin d'institutions, il a besoin du rôle de l'État depuis son origine au XVIIIe siècle. Donc c'est une version comme ça très idéalisée de la licence personnelle. Alors, si on poursuit, si on déroule l'histoire, on arrive dans les années 90 et vous retrouvez des traces aussi de rapprochement de l'extrême droite et de la tech à la naissance du cyberespace. Oui, alors il y a quelque chose, alors une fois de plus, l'extrême droite américaine. Vous parlez de libertarisme, libertarianisme, c'est pas facile à dire. C'est très difficile. Libertarianisme. Féroce. Oui, féroce. Alors, une fois de plus, quand on parle d'extrême droite, il faut bien savoir de quoi on parle. Il s'agit d'une fraction du parti républicain, c'est-à-dire à droite de la droite américaine, qui est dans une posture de très grande hostilité vis-à-vis de l'État social et vis-à-vis des politiques égalitaires des années 60. C'est comme ça que vous pouvez comprendre l'extrême droite américaine. C'est-à-dire que ce sont des gens qui refusent les mesures d'égalité raciale qui ont été accordées aux Noirs dans les années 60 et qui refusent l'héritage des droits civiques. Voilà, et qui refusent l'héritage du New Deal qui a mis en place l'état social minimal qu'on connaît aux États-Unis. Roosevelt, les années 30. Quelque chose comme une sécurité sociale, quelque chose comme un système des retraites. L'extrême droite américaine, elle refuse viscéralement tout cela comme anti-américain et elle est matinée d'un anticommunisme absolument farouche. Et donc, il se trouve en effet qu'au début des années 90, lorsque l'Internet commence à se constituer, etc., il y a toute une tradition de penseurs de ce nouveau cyberespace qui veulent le voir comme un État, comme une espèce de contre-civilisation, de contre-société dans lequel il n'y aurait aucun État, aucune régulation, aucun compte à rendre. Et donc ce cyberespace, le manifeste du cyberespace est rédigé par quelqu'un qui sera très proche, quelqu'un à la droite du parti républicain, John Perry Barlow. C'est quelqu'un qui considère que tout doit être possible dans ce cyberespace et que la démocratie n'a rien à faire. C'est-à-dire le fait de devoir respecter des lois, des droits, des ordres, etc. Et que ça doit être un espace de pure liberté. Alors ça peut être une fois de plus une version libertaire de gauche, mais ça peut être aussi un espace dans lequel les plus puissants et les plus forts ont le droit de s'imposer aux autres, et c'est plutôt la version qui s'y est imposée. Et oui, c'est ce que j'allais dire, Clinton qui voulait réguler, n'a finalement... Oh, il n'a pas voulu réguler beaucoup, Clinton. Clinton, il est très vite absolument fasciné par la tech. Avec son vice-président Al Gore, on les surnomme les démocrates Atari, de la compagnie de jeux vidéo américaine, parce qu'ils sont à fond sur la tech. Ce sont des nouveaux démocrates, c'est-à-dire c'est ceux qui veulent rendre la gauche un peu plus compatible avec le capitalisme moderne. Et donc très vite, Bill Clinton est celui qui va complètement remodeler le droit commercial américain, le droit notamment des télécommunications,
pour que la tech obtienne exactement ce qu'elle veut, c'est-à-dire que tout ce qui était la régulation traditionnelle, le fait de ne pas pouvoir faire de monopole, le fait de devoir respecter, on ne peut pas posséder plusieurs organes de presse, ou bien le fait que tout ne peut pas être dit sur des réseaux médiatiques traditionnels, il fait une clause d'exception pour la tech. Et à partir de Bill Clinton, c'est une espèce d'histoire d'amour, de romance entre la Maison-Blanche et la Silicon Valley, parce que la Silicon Valley promet une chose que tous les présidents, après laquelle tous les présidents courent, qui est la croissance économique. Et ce que dit la tech, c'est avec nos innovations, on entre dans le domaine civil, donc les années 90, c'est le moment où précisément l'Internet s'applique à l'ensemble de l'économie commerciale traditionnelle américaine, eh bien on promet au président américain une croissance effrénée, que Bill Clinton aura en partie grâce à elle, mais c'est le début de la dérégulation, non seulement de la finance, ce que fait Clinton d'une main, mais aussi de la tech. Alors, si on continue, et d'ailleurs, dans les années 90, il y a la naissance de l'Internet, il y a Netscape, notamment, qui est lancé par un certain Marc Andreessen, qui deviendra après l'un des plus grands investisseurs en Californie, et puis il a investi dans toutes les grandes entreprises. Et là, il a écrit récemment, en fait, un manifesto, vous le citez dans le livre. Et moi, donc là, c'est Le Grand Continent, revue géopolitique sur l'Europe, qui publie des textes, et ils ont publié son manifesto. Il est dingue, il est complètement dingue ce manifeste. Juste un passage: nous croyons en la nature, mais nous croyons aussi qu'il faut la dominer. Nous ne sommes pas des primitifs recroquevillés sur eux-mêmes par la crainte de la foudre. Nous sommes le prédateur suprême. La foudre travaille pour nous. C'est dingue. Non. Oui, on est dans un prométhéisme un petit peu délirant. Alors, deux points intéressants, c'est qu'Andreessen a été choisi dès qu'il avait 25-30 ans comme incarnation du renouveau de l'Amérique par un des grands penseurs de l'extrême droite des années 80 et 90 qui s'appelait Gilbert, et dont je parle dans le livre, qui est le premier à penser qu'il y a une guerre civilisationnelle entre l'Occident et le reste du monde, et que l'entrepreneur de la tech est le meilleur allié de l'Occident contre tous les barbares. Et donc, à ce moment-là, il fait une série, il écrit partout, il est extrêmement populaire, il écrit dans les premières revues tech qui paraissent à l'époque, Wired, pour ceux qui connaissent, il est proche de l'administration Reagan, et il désigne Marc Andreessen comme l'incarnation de celui qui sera l'homme blanc américain par excellence. Et déjà, on retrouve chez Gilbert cette espèce de préoccupation démographique sur le fait qu'il faut faire beaucoup d'enfants. Vous savez que Elon Musk et Peter Thiel sont très très préoccupés par la question des enfants blancs. Oui. Eh bien, on retrouve ça déjà chez Gilbert. Un autre point très important, parce qu'on n'en parle pas souvent quand on parle de la tech, on pense que la tech aujourd'hui, ce sont des ingénieurs. C'est-à-dire des gens qui créent des algorithmes, qui codent. En réalité, aujourd'hui, le secteur le plus important de la tech, c'est le secteur du capital, et en particulier du capital risque, ce qu'on appelle venture capitalism aux États-Unis. Ce capital risque, dont Andreessen et Peter Thiel et tant d'autres sont les représentants, ce sont des financiers. Les boss un peu. Sans eux, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que je vous en parlais tout à l'heure. La tech, elle fonctionne à la spéculation financière. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de trouver très tôt, parce qu'une start-up, on ne sait pas ce qu'elle va donner. Et donc, le principe, c'est d'avoir très tôt des masses financières colossales pour développer votre produit, en ne sachant pas si au bout d'un an, 2 ans, vous allez vous effondrer. Et la tech est faite de beaucoup plus d'échecs que de succès. Et le capital risque qui se développe, ça n'est pas un capital qui vient des grandes institutions financières, des grandes banques qui, en général, sont assez frileuses. C'est un nouveau type de finance qui vient de partenaires privés, les compagnies d'assurance, les fonds d'investissement, etc. Et donc, ce sont des gens qui sont chargés de rassembler du capital auprès de différentes institutions privées, d'investir sur 10 entreprises de la tech, en sachant qu'une seule d'entre elles va réussir et va être capitalisée, et tout dépend de l'argent qu'elle rapporte. Et donc c'est une espèce de course de ces jeunes entreprises pour être le plus profitable possible. Donc comment est-ce qu'on fait pour être profitable ? Il faut avoir beaucoup d'investissements. Et donc plutôt que d'avoir des produits qui sont valables et qui prennent le temps de maturer, etc., il y a une espèce de course à la spéculation, puisque plus vous avez de capitalistes qui investissent dans l'entreprise, plus en apparence
vous êtes profitable. Par exemple, Tesla aujourd'hui, c'est un exemple formidable. Les voitures Tesla ne se vendent pas. Ce sont de mauvaises voitures. Les gens qui, en général, les achètent, tous les gens qui travaillent sur l'automobile électrique vous le diront. D'ailleurs, les ventes sont le Cybertruck est un échec total. Et pourtant, la capitalisation est spectaculaire. L'essentiel de la fortune. L'essentiel de la fortune d'Elon Musk, qui vient d'obtenir une petite augmentation pas négligeable, ce sont des gens qui ont investi de l'argent. C'est-à-dire, c'est pas fondé sur des produits que l'on vend, ce que fait un industriel, c'est fondé sur l'idée que se font les investisseurs de ce que ça pourrait rapporter. Absolument, on est dans du capital fictif. On est dans du capital fictif. Et la tech fonctionne beaucoup comme ça. Et donc, pour quelques entreprises qui marchent très très bien, vous avez beaucoup, c'est la fameuse quête de la licorne. Qu'est-ce que c'est une licorne ? Une licorne, par définition, c'est très rare et il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire qu'il faut très très vite arriver à un seuil d'échelle où vous rapportez beaucoup d'argent par l'investissement que vous avez produit. Bon, alors sur Tesla, donc les gens se font une opinion sur la C'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui achètent des Tesla. Les ventes sont très très décevantes, comme vous le savez. Mais c'est vrai qu'il y a une baisse, notamment en Europe. Je crois que c'est de l'ordre de 20% ou 20%. Mais qui avait commencé avant qu'Elon Musk ne rejoigne Donald Trump. Alors, moi, je voulais terminer par cette question qui s'est invitée donc, dans le magazine Upside, que vous citez dans le livre, en 98 déjà, parce que le terme revient en ce moment. Un journaliste qui pose la question suivante: entrons-nous dans le technofascisme ? C'est quoi votre réponse ? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de livres sortent sur la question du technofascisme, et ça semble être quelque chose qui vient d'arriver à la suite. On pense au livre de Asma Mala, notamment. Entre autres, mais il y en a d'autres qui reprennent ce terme-là. Personnellement, ça n'est pas un terme que je reprends, parce que je ne pense pas que le centre du réacteur politique aujourd'hui soit dans la Silicon Valley, ni même au Texas, où un certain nombre d'entreprises se sont relocalisées. Le centre du pouvoir autoritaire, il est quelque part entre Mar-a-Lago et la Maison-Blanche, et c'est autour de Donald Trump. Et les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui aux États-Unis ne sont pas les gens de la tech. Ce sont eux qui peut-être organisent la dérive du pays vers quelque chose comme une forme de fascisation, mais les gens de la tech n'y sont pas, et ils n'ont pas voix au chapitre sur les grandes mesures autoritaires et fascistoïdes qui sont mises en place, même s'ils peuvent rendre service à l'occasion. Bon, alors merci beaucoup Sylvie Laurent pour cette discussion. Merci à vous d'avoir suivi le live. On se retrouve bientôt pour un nouveau live de Nouvelle Jungle. Alors Sylvie Laurent, on ne vous suit pas sur LinkedIn ? Vous n'êtes pas sur LinkedIn ? Non, je ne suis sur aucun réseau social. Vous n'êtes sur aucun réseau social. Je suis un peu ludite, je dois le confier. Vous êtes ludite. Donc on achète votre livre et on vous suit en librairie. Voilà. Donc ça s'appelle La contre-révolution californienne. Et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à nous suivre, à suivre la page de Story Jungle, à suivre ma page, pour être alerté sur les prochains lives de cette série. Merci Sylvie. Merci encore.